Ouverture à Paris du procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des soupçons de financement libyen. Le parquet national financier accuse l'ancien président d'avoir passé avec Mouammar Kadhafi un pacte de corruption pour la campagne présidentielle de 2007. L'ancien président est jugé pour corruption, détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs. La peine encourue est de 10 ans de prison, 375 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans de privation des droits civiques. Pour Nicolas Sarkozy, c'est le 5e procès en 5 ans. L'ancien président qualifie de fable les accusations du parquet national financier. Nicolas Sarkozy répète que les enquêteurs ne font valoir aucune preuve d'un pacte de corruption avec l'ancien dictateur libyen. Son avocat Christophe Higrin parle d'une construction artificielle imaginée par l'accusation. Dans cette affaire, 12 hommes sont jugés au total et les audiences du procès sont prévues jusqu'au 10 avril. Emmanuel Macron appelle la France et l'Europe à coopérer avec Donald Trump sans céder à la pensée unique et réactionnaire de son allié Elon Musk. Comme chaque année, le président français présentait sa feuille de route de politique étrangère. Emmanuel Macron a mis en avant son expérience. Selon lui, malgré des désaccords entre 2016 et 2020, la France a su travailler avec Donald Trump. Le président Trump sait qu'il a en France un allié solide, un allié qu'il ne mésestime pas, qui a des vues claires, qui croit dans l'Europe, qui a confiance en lui, qui porte une ambition pour la relation transatlantique, mais une ambition lucide. J'aurai l'occasion d'y revenir en regardant très clairement le fait que depuis 2011, les présidents américains successifs nous disent tous la même chose. Leur priorité est d'abord les États-Unis d'Amérique, puis la relation avec la Chine. L'Europe a un autre rang, une autre place. Au chapitre du climat, Emmanuel Macron considère que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche représente un risque très important pour les politiques de lutte contre le réchauffement. Quant à la guerre en Ukraine, à la différence de Donald Trump qui promet un règlement du conflit en 24 heures, Emmanuel Macron estime qu'il n'y aura pas de solution rapide et facile. En France, les agriculteurs de la coordination rurale en colère. Ils dénoncent les contrôles des fermes trop nombreux et l'accord européen de libre-échange avec les pays latino-américains. Quelques dizaines de tracteurs tentaient ce lundi matin d'approcher de Paris, notamment dans les Yvelines et dans l'Essonne. Les autorités excluent de laisser les activistes bloquer le marché international de Rungis ou Paris. Certains, sans leurs tracteurs, sont néanmoins arrivés jusqu'au centre de la capitale. Il y en a, ils manifestent, ils veulent de l'argent. Nous, on ne veut rien d'autre que l'application des règles européennes, les mêmes pour tout le monde. Donc ça, si ça, c'est demander la lune. Et les autres choses, c'est les contrôles qui nous emmerdent au quotidien. Vous savez tous ce que c'est. On veut que ces contrôles-là soient sur les produits d'importation et plus sur nous. On en a plein le cul. Les rassemblements se tiennent à quelques jours des élections professionnelles. Entre le 15 et le 31 janvier, les agriculteurs élisent leurs représentants. La coordination rurale, aujourd'hui 2e syndicat agricole, espère se renforcer face à l'alliance FNSEA Jeunes Agriculteurs. Justin Trudeau annonce sa démission. Le Premier ministre canadien de 53 ans quittera son poste une fois que son successeur sera désigné. Il a décidé de quitter la tête du Parti libéral et de laisser le temps à sa formation de lui trouver un remplaçant. Last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Justin Trudeau avait dans un premier temps exprimé son intention de se représenter. Le mécontentement croissant d'une partie des membres de sa formation politique et son retard dans les sondages l'ont convaincu de renoncer. La démission en décembre dernier de sa vice-première ministre Chrystia Freeland l'avait également fragilisé.
Le président autrichien Alexander Van der Bellen a donné son feu vert au chef du parti d'extrême droite FPO, Herbert Kickl, pour tenter de former un nouveau gouvernement. Les deux hommes se sont rencontrés lundi à Vienne, quelques jours après l'échec des négociations pour former un gouvernement centriste, suivi de l'annonce de la démission du chancelier conservateur Karl Nehammer. Herr Kickl traut sich zu, im Rahmen von Regierungsverhandlungen tragfähige Lösungen zu finden, und er will diese Verantwortung. Ich habe ihn das explizit gefragt. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés lundi devant le bureau du président autrichien pour contester l'accès au pouvoir de l'extrême droite. Ich werde auch weiterhin darauf achten, dass die Prinzipien und Regeln unserer Verfassung korrekt beachtet und eingehalten werden. Bien que vainqueur des élections législatives en septembre dernier, le FPO a essuyé le refus d'une collaboration par les autres partis, ce qui avait entraîné la nomination de Karl Nehammer au poste de chancelier. Christian Stocker, tout juste nommé secrétaire général du parti conservateur OPV pour lui succéder, se dit désormais disposé à travailler sous la direction d'Herbert Kickl. L'Allemagne se dirige vers de nouvelles élections législatives en février prochain, dans un paysage politique fragmenté depuis l'effondrement de l'alliance gouvernementale. L'affaiblissement de la coalition formée par le SPD du chancelier Olaf Scholz, les Verts et les libéraux du FDP a modifié la dynamique électorale. Les sondages donnent les conservateurs de la CDU-CSU favoris. Le parti d'extrême droite AfD continue de gagner du terrain, Alice Weidel s'étant portée candidate au poste de chancelière. L'AfD reste cependant isolée, les autres formations politiques refusant toute coalition avec le parti. À l'extrême gauche, le BSV nouvellement formé par Sarah Wagenknecht tente de rallier les électeurs déçus à sa cause, divisant encore davantage le champ politique. Le vice-chancelier écologiste Robert Habeck a quant à lui rejoint la course à la chancellerie malgré la position fragile des Verts. Pour l'heure, aucun parti ne s'approche de la majorité absolue. Les sondages donnent la CDU-CSU en meilleure position pour diriger une coalition, probablement avec les Verts et le SPD. Les libéraux du FDP risquant de tomber en dessous du seuil des 5% de voix nécessaires pour obtenir des sièges au Bundestag. Le système proportionnel allemand laisse présager d'importantes négociations pour parvenir à former un gouvernement stable. Ukraine launched a new assault into Russia's Kursk region 5 months after Kyiv's surprise incursion into Russia's border area. The first reports came in overnight on Sunday from Russian mill bloggers who said that Moscow troops came under heavy pressure. Russia's defense ministry later announced that its forces were repelling the attacks. The Russian statement said Ukraine attacked early in the morning near the village of Berdin with 2 tanks, a mine-clearing vehicle and 12 armored combat vehicles with paratroops. Now, the Institute for the Study of War says Ukrainian forces resumed offensive operations in at least 3 areas within the Ukrainian salient in Kursk region and made tactical advances. Based on the Russian mill bloggers' claims, Kyiv's troops conducted multiple attacks east and northeast of Sudzha, as well as southeast of Korinnevo. Geolocated footage published on the 5th of January indicates that Ukrainian forces advanced in fields southwest and south of Berdin and entered the southern part of the settlement. Kremlin-controlled Russian mill bloggers largely expressed concerns that the renewed Ukrainian effort in Kursk may be a diversionary effort and claim that it is too early to determine whether these operations in Kursk could be part of a future main effort. Over the past few months, Russian forces have been trying to push Ukrainian troops out of its territory. Kyiv forces have allegedly lost up to half of the initially captured territory after Moscow sent more reinforcements to the area, including North Korean soldiers. La Moldavie accuse le Kremlin d'orchestrer une crise sécuritaire dans le pays. Depuis le 1er janvier, la Transnistrie, territoire moldave séparatiste pro-russe, ne reçoit plus de gaz venu de Russie qui transitait par l'Ukraine.
Le gouvernement de Chisinau a proposé son aide, un geste rejeté par les responsables de Transnistrie. Or, la situation est inquiétante pour les habitants. What we see today in Transnistrian region is that people don't have electricity for hours, they don't have heating, most of all, they don't have access to gas, and starting today, they have even interruptions of water supply. Le Premier ministre moldave accuse la Russie de provoquer une crise humanitaire dans la région dans le but de déstabiliser le gouvernement pro-européen à quelques mois des élections législatives prévues cet automne. Selon Chisinau, l'intérêt de la Russie est de pouvoir renforcer sa présence militaire en Transnistrie, puisqu'elle compte environ 1500 soldats dans la région frontalière de l'Ukraine. So this is what we want to achieve for Russia to withdraw the troops and to allow Chisinau and to allow Moldova to administer properly the region and to provide the government, the public services that people are requiring. L'entreprise énergétique russe Gazprom explique sa décision de suspendre ses livraisons à cause d'un arriéré de paiement de la part de la Moldavie, un point contesté par Chisinau. L'Union européenne observe la situation avec attention car la Moldavie est candidate à l'adhésion au projet européen.